Alors, j'ai un parcours de ce qu'on appelle la méritocratie républicaine. Je suis un enfant des 30 Glorieuses. J'ai grandi dans une petite ville de la Lorraine minière, à Forbach en Moselle, à la frontière allemande. Et j'ai eu d'excellents professeurs. Et puis, je suis entré ensuite à l'École normale supérieure à Paris. C'était une forme de deuxième naissance. Et puis, j'ai fait mes études de philosophie, qui était ma grande passion, ma première grande passion, puis de sociologie pour voir comment fonctionnait le monde, la société, parce que l'épreuve de philosophie à l'agrégation, c'était la société. Et donc, tout d'un coup, j'ai découvert un continent. Et ensuite, j'ai fait carrière au CNRS comme chercheur et à l'École des études comme enseignant, avant de rejoindre le Collège de France en 2013. Et au milieu de tout ça, beaucoup de travail de recherche empirique et théorique, et puis beaucoup de voyages à l'étranger, de séjours à l'étranger qui m'ont beaucoup appris tout le temps. Voilà, on a le Collège de France, avec un collègue au Collège de France, on a présidé un comité de réforme des programmes de sciences économiques et sociales. C'était Philippe Aguillon et moi-même qui coprésidions cette commission. Et fait partie de nos missions. Le Collège de France a une mission en quelque sorte d'expertise, mais aussi de transformation de la recherche en un bien public enseignable. Et donc, on a mis nos compétences au service de cette question-là. L'enseignement et l'éducation, plus généralement, sont des sujets qui sont des grands sujets auxquels j'ai consacré, par exemple, 2 de mes cours cette année, en printemps et à l'automne. J'ai enseigné sur les questions d'éducation, après avoir enseigné sur des questions de méritocratie, des questions de talent. J'ai enseigné 2 ans sur le talent aussi, pour comprendre ce qui se jouait aujourd'hui dans la société, dont je viens de parler. Et puis, auparavant, j'avais posé la question « Que vaut le travail ?» Voilà, et d'autres thèmes. Le principe numéro 1 d'un cours comme celui du Collège de France, c'est de changer sans arrêt. On ne répète jamais ce qu'on a fait auparavant, et donc on est sans arrêt en train de relancer la machine, où on cherche et où on apprend en même temps, parce que je ne sais pas tout, je ne suis pas un spécialiste de tous les grands sujets que j'ai abordés, mais j'ai cherché mon fil directeur, mon fil rouge à travers tous ces grands sujets, et certainement qui ont trait à voir avec ce que vaut la dimension d'apprentissage dans le travail et de formation, de relation entre éducation, formation, marché du travail et valeur de la connaissance. Il me faut donc du talent pour faire une synthèse. Ce qui m'a intrigué dans la question du talent, c'est que c'est un mot qui a été d'abord un vocabulaire d'émancipation au XVIIIe siècle, pour se libérer de la société, d'ordre et d'assignation des individus à une origine, aristocratique ou non, les emplois de haut niveau étant distribués si on est d'origine ou non aristocratique. Et le talent est devenu à ce moment-là une valeur émancipatrice pour dire vous aurez les carrières et les réussites que votre travail vous procure et non pas votre naissance. Donc c'était le grand pari de la méritocratie. Cette dimension de talent ensuite a un peu disparu à la fin du XIXe siècle, parce qu'on a mis en place toute la grande question de l'éducation, des diplômes, des qualifications, de ce qu'il faut apprendre pour exercer un métier. Et à ce moment-là, le sujet n'était plus tellement la question du talent. L'éducation et l'éducation publique avaient pris de l'ampleur. Et cette question du talent est revenue au devant de la scène à la fin des années 80 et 90, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que, premièrement, les individus pouvaient être mobiles et être débauchés par des concurrents, et que donc il fallait s'occuper de la carrière de ceux qu'on recrutait et s'assurer qu'ils seraient heureux dans leur entreprise, qu'ils développeraient tout leur potentiel.
Et deuxièmement, on s'apercevait qu'il y a des secteurs d'activité où la valeur de la performance peut faire une différence considérable. C'est pour ça que cette notion-là a été très utilisée dans des secteurs de la haute technologie, par exemple, de la recherche aussi, la recherche scientifique. Donc dans le monde à la fois marchand et non marchand. Dans le monde marchand, j'en ai parlé, j'ai montré tout à l'heure un graphique sur les mouvements de salariés entre les grandes entreprises de la Silicon Valley, où on passe son temps à se débaucher les meilleurs performeurs, comme on dit, ou les meilleurs salariés, parce qu'ils font la différence et qu'ils peuvent apporter quelque chose que d'autres n'apporteraient peut-être pas. Donc on y va fort dans la guerre des talents, comme on dit. Et de l'autre côté, il existe aujourd'hui un enjeu majeur dans la recherche, par exemple, où il s'agit de faire venir dans les grands centres de recherche mondiaux les meilleurs talents scientifiques. Les Suisses nous préemptent, sont des grands prédateurs de talents sur la carte européenne. Les États-Unis se développent avec les technologies qu'ils ont parce qu'ils attirent des talents du monde entier, littéralement. Et ça, c'est une richesse incroyable de leurs universités, c'est d'avoir une puissance d'attraction fantastique. Et à un moment donné, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu, la Chine a fait sous-traiter la formation de ses élites scientifiques par les États-Unis, et aujourd'hui, elle les fait revenir. Elle a un programme qui s'appelle les 10 000 talents. C'est quand même étonnant, cette affaire-là. Je n'ai pas commenté la slide, mais j'aurais pu le faire, où le mot de talent est le même dans 18 langues différentes. C'est une sorte de passeport de la mondialisation. Et pour les personnels qualifiés ou très qualifiés qui ont une valeur certaine, et la compétition est extrêmement forte. Donc, j'ai voulu explorer cette question-là à la fois en regardant ce que cette idée ou cette notion de talent valait au juste, comment elle était comprise dans des mondes qu'on connaît très bien, les sports, les arts, les sciences dont je viens de parler, mais aussi comment elle avait pénétré dans le monde de l'entreprise de manière complexe, parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions ou plusieurs manières d'utiliser cette notion de talent ou de, comme on dit, gérer les talents. Aujourd'hui, il y a des directions des ressources humaines qui s'appellent direction des talents. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce qu'on met sous ce terme, sachant que quand on veut le définir, ça devient un casse-tête. Qu'est-ce qu'on veut au juste dire quand on parle de talent? Et cette imprécision pourrait être une sorte d'obstacle. Pour moi, c'est une manière de dire il y a là une boîte noire qu'il faut ouvrir et pour aller regarder ce qu'on y met dedans exactement et ce qu'on y trouve. Voilà. Et le sociologue observe la réalité des usages, des notions, des qualités qui sont recherchées. Et aujourd'hui, j'observe, je l'ai montré à travers des graphiques, j'observe la montée de l'utilisation de cette notion. Elle est indiscutable et elle circule partout. Et ce vocabulaire vous n'avez pas une seule journée dans laquelle, dans n'importe quel journal, en quotidien ou publication scientifique, etc., je l'ai recensé pour préparer cette conférence, mais c'était incroyable. Le mot de talent revient absolument sans arrêt. Donc c'est un marqueur qui est visiblement un marqueur essentiel pour désigner quelque chose, mais quoi au juste, c'est ça que je voulais montrer. Ça n'est pas une seule définition, c'en est plusieurs selon les mondes dans lesquels il est appliqué, et en même temps, c'est une notion qui a cette particularité de circuler très bien parce qu'elle est la même dans beaucoup de langues différentes. C'est évidemment le métier que je fais n'a d'intérêt que s'il va vers ceux qui peuvent s'emparer des connaissances qu'on essaie de transmettre. Et les jeunes sont les destinataires naturels. Pour un enseignant comme moi, c'est une situation toujours heureuse parce que il faut à la fois délivrer quelque chose qui est peut-être exigeant sur le plan du contenu, parce que je n'aime pas simplifier à outrance les problèmes, ça n'est pas mon métier. Et donc je ne suis jamais certain de la qualité de l'écoute possible ou de la réception possible de ce que je dis parce que peut-être des notions sont trop complexes. Et donc le dialogue sert précisément à aller plus loin et à vérifier ou à
à développer des points qui peuvent paraître d'abord obscurs ou insuffisamment précisés dans l'exposé. Et c'est exactement ce que j'ai observé dans le dialogue. J'ai fait des réponses assez longues aux questions qui étaient posées et qui, en quelque sorte, voulaient creuser cette notion à la fois pour dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans au juste et qu'est-ce qu'on peut s'appliquer à soi-même de cette notion pour la comprendre. Dans les réponses que j'ai faites, j'ai voulu mentionner beaucoup d'éléments empiriques, parfois des anecdotes, pour illustrer, parce que les exemples sont une manière de rendre saillante la connaissance et de se l'approprier pour ces jeunes à des niveaux qui peuvent être le début d'une réflexion plus systématique, mais à travers l'interrogation ou la surprise ou le bon exemple, ils peuvent se dire « Ah, ben voilà une matière qui m'intrigue et que sur laquelle je peux m'attarder et sur laquelle je peux développer des réflexions. » Voilà. Oh, le premier des messages, c'est que l'éducation est une cause magnifique, un sujet, un domaine d'expansion de la personnalité, de développement de la personnalité qui est un sujet majeur. Le métier de professeur est un métier difficile, très difficile aujourd'hui. Les missions sont multiples, la population scolaire est hétérogène, la valeur de l'éducation est un problème dans une économie qui ne se développe pas aussi vite qu'elle le devrait. Dans les années où j'ai fait moi-même ma carrière scolaire comme élève et comme étudiant, la croissance économique était forte. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Et donc, et en même temps, on sait que l'éducation est une ressource majeure pour développer une économie. Et donc, mon message, c'est la valeur de la connaissance est majeure, la valeur de l'effort est essentielle, c'est absolument indispensable. Des pays qui aujourd'hui se développent le plus vite sont des pays où la valeur de l'effort est reconnue. L'Asie du Sud-Est est un territoire incroyable de ce point de vue-là. Je l'ai montré dans la conférence. Et le troisième message que je peux donner, c'est ne pas subir le fatalisme dans les études ou dans la gestion par les enseignants de la perception d'eux-mêmes des élèves. Le fatalisme, c'est la pire des choses, ça n'est pas pour moi, etc., etc. Mais dans ce cas-là, évidemment, il faut une société qui soit ouverte à une diversité de qualités et de talents, qui évidemment permet de se réaliser et d'avancer dans une vie autrement que par les chemins qui auraient été balisés d'emblée. Voilà, c'est ça le troisième message. Ce qui suppose d'avoir plus de confiance en soi que n'en ont les élèves français en moyenne par rapport à d'autres élèves, ce que montrent des enquêtes internationales. Donc c'est une qualité qu'il faut développer. C'est un produit complexe de beaucoup de mécanismes. Et puis, cette confiance en soi se traduit aussi par l'aptitude à oser s'aventurer, à oser apprendre, à oser tolérer l'erreur pour surmonter la difficulté.